Alors, je m'appelle Thomas Martinez, je suis l'un des salariés de chez JDOM. Je suis donc développeur à la base, mais je m'occupe plus particulièrement des projets B2B. Donc voilà, je suis salarié depuis 4 ans maintenant chez JDOM. Donc voilà. La domotique, j'en ai fait depuis très longtemps. J'ai expérimenté pas mal de systèmes avant d'arriver sur JDOM et on va voir ensemble comment JDOM a un peu révolutionné quand même un peu ce qu'il y avait en place actuellement et nous a permis de faire un système assez universel. Donc voilà, je vais essayer de répondre à vos questions et de vous présenter au mieux ce que JDOM peut vous apporter pour vos projets B2B. Je connais de nombreuses personnes qui sont inscrites, hein, je vois des noms passer et j'en côtoie un certain nombre, soit sur des projets, soit lors de formations. Mais voilà, je serais ravi de répondre à toutes vos questions. Ouais, moi, c'est Philippe, Philippe Rochette. Alors, moi, je vous parle depuis l'Espagne, depuis Madrid, enfin, un petit village à une trentaine de kilomètres de Madrid. Moi, je suis consultant en domotique, ici en Espagne. Je suis aussi formateur de la solution JDOM en Espagne. J'ai porté plusieurs projets, surtout axés sur le secteur touristique. Donc, j'espère que je pourrai vous apporter mon expérience dans ce domaine. Donc, secteur touristique, je veux dire plus précisément des locations saisonnières, des appartements touristiques, hein. Et puis, voilà, c'est le gros de ce que je fais. Vous avez derrière un blog qui est assez connu en Espagne également, donc en espagnol, bien sûr, avec un forum. Et donc, c'est moi qui m'occupe de ce blog. Voilà ce que je peux vous dire sur moi. Pour ma part, je m'appelle Bruno. J'ai eu déjà l'opportunité de partager le webinaire d'hier avec la présence de l'équipe Nuki. Donc, pour ma part, je suis technicien chez Domadou, boutique en ligne de produits domotiques destinés au grand public, mais également pour Smart Home Europe. Il s'agit de la même gamme, sauf exception, de produits domotiques destinés cette fois-ci aux professionnels. Donc voilà, j'occupe la partie technique donc pour répondre aux différentes questions, mais aussi pour réaliser différents guides et tests que vous pouvez retrouver sur notre blog de Domadou, mais également sur le blog de Smart Home Europe. Ok, merci Bruno. On va commencer un petit peu la présentation. Alors, peut-être sur le déroulé, expliquer rapidement comment va se dérouler ce webinaire. Bruno, tu as fait un plan sur le déroulé du webinaire. Oui, tout à fait. Je te laisse l'expliquer rapidement. Oui. Alors, tout d'abord, nous allons présenter la solution JDOM pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Peut-être que certains le connaissent, mais ne savent pas tous les détails de cette solution. Donc, on va découvrir ces détails au travers du diaporama que Thomas va nous présenter. Ensuite, on va faire une petite pause pour répondre à toutes les questions. Donc, pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans la rubrique questions et réponses, puisque vous avez deux blocs en fait. Vous avez un bloc conversé où là, vous pouvez parler entre vous. Mais le bloc questions-réponses, c'est là où vous pourrez poser vos questions et on pourra y répondre en direct. Ensuite, suite à la présentation de JDOM, on va faire une présentation de cas d'usage autour de JDOM. Donc, vous allez comprendre tout l'intérêt de JDOM dans différents cas d'usage. Certainement, certains cas, vous allez les connaître, mais d'autres, vous n'allez pas savoir que JDOM peut répondre à ces besoins. Donc, on va vous les présenter et puis on pourra les commenter. Et on fera également des questions-réponses à la fin de cette deuxième présentation. Donc Thomas, je te laisse présenter la solution JDOM pour commencer. Ouais, alors peut-être juste une petite précision sur les questions-réponses. Je ne sais pas du tout s'il va y en avoir énormément, pas beaucoup, etc. Donc, on va essayer d'en sélectionner. Si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, parce que normalement le format c'est 1 heure, pas de souci, on y répondra en off. On fera peut-être une deuxième vidéo de questions-réponses pour répondre à toutes vos questions. Mais voilà, on va essayer, on va voir comment ça se passe. S'il y a beaucoup, beaucoup de questions, on fera peut-être ça dans une deuxième partie si on n'arrive pas à toutes les répondre. Donc, je vais vous parler rapidement de JDOM. Alors, je pense que tout le monde voit bien le slide que j'ai à l'écran. Vous confirmez Philippe, Bruno, oui, c'est bon? Tout à fait. D'accord. Donc, JDOM, rapidement, parce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà la solution. JDOM, c'est un projet communautaire qui est né à la base à Lyon. Donc, c'est fait par un étudiant lyonnais qui, dans sa chambre d'étudiant, cherchait une solution pour un peu domotiser sa chambre d'étudiant. Donc, c'est vraiment un pur projet universitaire.
Et donc, il a créé un moteur qui va permettre d'automatiser les différents éléments. Cet étudiant, donc c'est Loïc, qui fait partie de l'équipe JDOM et donc qui aujourd'hui contribue toujours à l'évolution du système. Donc JDOM est né en 2014, voilà exactement. Donc c'était juste une solution qui était disponible sur Internet au travers de blogs, de forums. Les gens se passaient du code, amélioraient le système. Il y avait des développeurs qui venaient agrémenter un petit peu le système et c'était vraiment une solution communautaire. Un an après, il y a eu une décision a été prise de créer une société autour de ça afin de pouvoir faire évoluer la solution et lui faire passer une étape. Donc rapidement, on s'est concerté entre développeurs, entre guillemets, entre développeurs tiers qui participaient à cette solution. Et donc, une société, ça vous êtes au courant, derrière nous a soutenus, hein, c'est Domadou Smart Home Europe, et nous a permis de créer la société JDOM et donc d'avoir des salariés, des développeurs, etc., des personnes au support pour en créer une vraie solution professionnelle. Donc aujourd'hui, JDOM, donc c'est plus de 57 000 membres donc, sur nos espaces communautaires. C'est des chiffres qu'on ne communique pas forcément beaucoup, mais aujourd'hui, on peut le dire, on a passé la barre de 30 000 box actives actuellement. Donc, ça commence à faire des installations assez conséquentes. JDOM est surtout implémenté en France, mais maintenant, on commence à le retrouver de plus en plus en Espagne, puisqu'il y a une forte communauté grâce à Philippe et nous l'en remercions. Mais également dans tous les pays francophones, hein, Belgique, Suisse, Luxembourg, voilà, on retrouve JDOM assez globalement dans ces pays-là. On n'est pas encore beaucoup dans d'autres pays, mais on tend à le devenir et c'est l'un des axes d'amélioration de JDOM, ça va être sa traduction et son ouverture vers d'autres continents. Donc, je vais rappeler rapidement les principes de base de JDOM. Il y a 4 piliers dans JDOM qui sont ultra importants, c'est l'ADN de JDOM. Et donc, je vais les rappeler très rapidement, mais c'est très important pour comprendre le fonctionnement de JDOM. Donc, sur ces 4 principes fondamentaux, le premier, c'est l'open source. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est né d'un projet communautaire. Donc, pour nous, c'est très important que le code source de JDOM soit toujours disponible. Donc, il est disponible sur une plateforme qui est assez commune et qui est utilisée dans les projets open source, qui s'appelle GitHub. Et donc, ça assure une certaine pérennité à la solution. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si demain, la société JDOM cessait son activité, et d'autres développeurs pourront continuer à faire vivre la solution, pourront contribuer à des améliorations, etc. Donc là-dessus, c'est très important. Et une autre chose, c'est que on est peu nombreux chez JDOM et le fait que JDOM soit open source, ça permet d'avoir de nombreux contributeurs extérieurs qui viennent apporter leur pierre à l'édifice et qui viennent aider à l'amélioration du système JDOM avec le partage de développement qu'ils font pour la solution. Donc voilà, ça c'est l'un des piliers importants, l'open source. Le second, c'est l'autonomie. Donc JDOM est totalement autonome, c'est-à-dire que aucune des informations qui sont sur les box JDOM, les box domotiques JDOM, ne remonte vers un cloud ou vers des serveurs de chez JDOM. Pareil, ça c'est très important pour 2 points. Le premier point qui rejoint ce que j'ai dit sur l'open source, c'est que effectivement, si la société JDOM ferme, on a vu de nombreux cas comme ça où la solution s'arrête parce que les serveurs sont éteints au bout d'un moment et donc on ne peut plus accéder au service. Et l'autre chose, c'est la sécurité. Hein. Aujourd'hui, on sait, les box domotiques gèrent beaucoup de données personnelles, des données personnelles importantes. Et aucun système n'est infaillible. On voit les plus grands se faire pirater. Donc voilà, on préfère qu'aucune donnée personnelle, aucun élément qui sont présents sur les box ne remonte sur des serveurs. Ensuite, JDOM est multiprotocole. Donc, JDOM est basé sur un cœur, en fait, un cœur avec un moteur de scénario et d'affichage. Et autour de ça, on a des protocoles qui vont venir s'interfacer avec le cœur de JDOM. Donc, pour JDOM, c'est très important d'avoir ce cœur et d'avoir une multitude de connecteurs, on appelle ça des plugins, qui vont permettre de se connecter en fonction du protocole qu'on va vouloir exploiter. Donc, ça va être des protocoles domotiques, des protocoles plus industriels, etc. On en parlera un peu plus tard. Mais voilà, pour nous, c'est très important. On est vraiment agnostique de tout protocole. On n'est pas dépendant d'un protocole pour fonctionner.
Et donc, pour faire fonctionner ce système de plugins, on a mis en place un peu ce que l'on retrouve sur les différents téléphones, les App Store, les Google Play, etc. C'est ce qu'on appelle le Market JDOM. Donc, ce Market JDOM va permettre de pouvoir télécharger les plugins et également donc les plugins développés par l'équipe de JDOM, mais également des plugins développés par des tiers, par d'autres développeurs qui souhaitent partager leur développement, donc soit de façon gratuite, soit en développant des plugins payants, sachant que les prix des plugins restent quand même très limités sur des installations par rapport à la concurrence, on va dire, puisque je crois qu'aujourd'hui, le plugin le plus cher doit être à 10 € et on essaye de garder un ratio de plugins gratuits toujours autour de 60 à 70%. Donc voilà, pour nous, c'est important qu'un grand nombre de plugins restent gratuits. Enfin, la dernière chose qui est très importante pour JDOM, c'est son côté personnalisable. JDOM, on peut faire énormément de choses dessus et on peut avoir beaucoup d'usages différents de JDOM. Donc, c'était important pour nous d'avoir un système qui permette de personnaliser une interface. Et donc, ça se passe à travers un designer qui est intégré. Donc, on appelle ça les designs sur JDOM. Et donc, qui va permettre de faire des interfaces exactement comme l'on souhaite avec pour répondre aux besoins vraiment très précis des utilisateurs. Donc voilà, ce sont vraiment les 4 piliers très, très importants de JDOM. C'est ceux sur lesquels on ne peut pas déroger. Donc voilà. Bonjour José. José qui vient de nous rejoindre. Salut, désolé, je suis un peu en retard. Il y a même des problèmes pour entrer parce qu'il y avait la salle, il me disait que c'était rempli, mais bon. Voilà, merci, désolé pour le retard. Mais... Pas de souci, hein. On explique aussi que José est en train de faire un webinaire en espagnol, raison pour laquelle il est venu en retard, mais c'est pour la bonne cause. Oui, je viens toujours de terminer. C'était avec les 7 à 1 an. Et on peut même le faire en français si vous voulez. Mais bon, aujourd'hui, on parlait de JDOM et voilà, ça va. Bon, merci. Ok, Philippe. Ok, José, pardon. Donc, on va continuer. Donc, j'en ai parlé. Donc, JDOM est personnalisable. Donc, JDOM dispose de plusieurs types d'interfaces. Donc, certains d'entre vous les connaissent déjà, mais je vais les rappeler rapidement. Donc, on a une interface qu'on appelle autoconstruite. Donc, c'est celle qui est de base quand on démarre une JDOM pour la première fois. Sur cette interface, en fait, au fur et à mesure, on va venir ajouter différents éléments, donc que ce soit du Z-Wave, que ce soit une prise, que ce soit un détecteur, que ce soit une fonctionnalité, un thermostat ou autre chose, ou une caméra. JDOM va rajouter sur cette page un peu automatiquement, va construire automatiquement cette page avec différents petits widgets qui vont symboliser les différents éléments qu'on a inclus. Et donc qui va permettre d'avoir un tableau de bord, mais qui, selon moi, après certains l'utilisent différemment, mais qui, selon moi, est plutôt destiné à l'installateur, à l'intégrateur au moment de la mise en place ou du paramétrage du système. Parce que voilà, c'est pas forcément très lisible pour quelqu'un de complètement novice ou pour une personne âgée ou pour certaines choses. Donc, cette interface autoconstruite, on l'utilise beaucoup quand on va faire la conception du système et ensuite, on passe sur d'autres types d'interfaces pour les utilisateurs. Donc, un autre type d'interface pour un utilisateur, c'est ce que nous, on appelle les designs. Donc, c'est ce qu'on peut réaliser avec le designer dont je vous ai parlé. Donc, ces designs, en fait, c'est en gros une page blanche sur laquelle on va pouvoir venir, avec des glissés-déposés, déposer ces différents éléments, ces différents équipements qu'on a ajoutés à JDOM et se faire une interface comme l'on souhaite. Donc, là, on a 2 exemples, mais en réalité, on pourrait faire ce qu'on veut. Donc, on a une interface sur la gauche qui est un peu plus en mode menu récapitulatif de sa maison. Et sur la droite, un design qui représente plus une maison, vue 3D, etc. Donc, voilà, ces designs, c'est très important parce que c'est vraiment l'interface pour moi, pour l'utilisateur final. Donc, ça prend du temps, je sais, vous allez me le rappeler sûrement. Ça prend du temps de faire une interface qui soit jolie, qui soit simple d'usage. Mais c'est un outil qui est quand même très puissant et qui permet de faire des menus, qui permet de faire beaucoup de choses et d'aller très loin, très très loin dans la personnalisation de l'interface que l'on souhaite délivrer à l'utilisateur final. Une autre interface disponible sur JDOM, c'est son application mobile. Donc, son application mobile, on a vu les designs juste avant. Ce n'est pas vraiment adapté à un téléphone mobile, puisque ce sont des petites icônes, des petits widgets. Donc, ce n'est pas forcément adapté. Donc, pour la partie mobile, on avait décidé de faire une application à part entière
avec des fonctionnalités bien dédiées aux fonctions. Donc, par exemple, le confort, on a un thermostat, on va dire, simple d'usage. Pour l'alarme, c'est pareil, pour les caméras, pour la météo, etc. Donc, on a essayé de faire des vues un peu différentes pour l'application mobile afin de faciliter l'usage lorsqu'on est sur un téléphone portable. Sachant qu'on peut toujours, via l'application mobile, naviguer dans ces différentes pièces, etc., pour aller allumer, éteindre une lumière ou déplacer un volet. Et enfin, on a une interface. Alors, ceux qui la connaissent la comprennent. Pour des novices, elle peut paraître barbare. C'est notre interface de programmation de scénarios. Donc, les scénarios dans JDOM, c'est simple. Donc, les scénarios, c'est là où on va décider les automatisations de la maison. Et donc, cette interface de programmation, en fait, elle fonctionne avec des briques. Et chaque brique a une fonction. Donc, la brique la plus utilisée, puisque c'est celle de base en automatisme, c'est si, alors, sinon. Donc, si on ouvre la porte, alors on allume la lumière. Sinon, on attend 5 minutes, par exemple, et on éteint la lumière. Un exemple très basique. Et tous ces différents blocs vont être imbricables les uns dans les autres. Donc, ça nous permet de faire des scénarios très, très évolués de façon relativement simple, c'est-à-dire de façon graphique. Alors, on voit sur cet exemple plein de textes, on peut se dire c'est un peu du chinois ce qui est marqué, mais en fait, les petits boutons sur la droite de chaque ligne de texte permettent d'aller en fait chercher directement les fonctions que l'on veut utiliser ou les équipements que l'on veut utiliser. Donc, ça se remplit automatiquement. Donc, pour un utilisateur, il n'a pas besoin d'apprendre un langage de programmation, il n'a pas besoin d'apprendre le LUA, il n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Avec ce système de programmation de scénario, tout peut se faire directement sur la box et de façon relativement simple. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du market. Donc, le market, c'est important parce que c'est là où on va trouver les différents connecteurs vers les équipements. Donc, on va avoir des connecteurs plutôt de type protocole domotique. Donc, ces dernières années, les pardon, désolé, j'ai le son qui est coupé. Donc, dans les protocoles domotiques, ceux qui ont été très en vogue ces dernières années, c'est surtout le Z-Wave et Notion. Le KNX, depuis des années, effectivement, c'est un standard dans les protocoles filaires. Et puis, on voit arriver de nouveaux protocoles donc, qui sont un peu différents, mais on voit beaucoup de Zigbee arriver, beaucoup de Bluetooth Smart, Bluetooth 5, etc. C'est des protocoles dont on entend énormément parler en ce moment. Du LoRaWAN, donc c'est pour des conceptions un peu différentes, on en parlera tout à l'heure, qui permet d'avoir de longues portées. Modbus pour des protocoles un peu plus industriels qu'on va retrouver dans des bâtiments, ou du DALI, ou d'autres choses, du BACnet, etc. Donc tout ça sont des protocoles domotiques et on essaye de couvrir le plus large spectre possible, sachant qu'au départ, on était surtout sur des protocoles plutôt domestiques et petit à petit, on dérive vers des protocoles plus industriels pour couvrir les besoins de nos clients. Ensuite, on a une catégorie que nous, on appelle les objets connectés, l'IoT. Donc, ce ne sont pas vraiment des protocoles en tant que tels, quoique certains en ont des spécifiques. Mais par exemple, Nest, tout ce qui est thermostat et détecteur de fumée, Netatmo avec leurs caméras, Sonos avec leurs enceintes, etc. Les Nuki, dont il y a eu un webinaire hier qui était très intéressant. Tesla, Freebox, et qui en a un partenariat, etc. Donc voilà, ça, ce sont plutôt tout ce qui est objet connecté. On en retrouve un grand nombre et presque tous les jours, il y a un nouveau plugin qui sort pour connecter le dernier lave-vaisselle ou la dernière robot tondeuse qui est sortie. Et enfin, on a une autre catégorie qui sont plutôt les plugins de fonctionnalité, puisque JDOM fait un peu une abstraction entre guillemets entre le protocole qu'on utilise ou l'objet connecté qu'on utilise et la fonction qu'on veut lui donner. Et donc, ça permet d'utiliser, par exemple, des détecteurs d'ouverture en Z-Wave et puis une sirène en Zigbee. Je donne un exemple au hasard, ou en KNX. Et donc, dans JDOM, on a des fonctionnalités qu'on va venir rajouter. Donc, la fonctionnalité alarme, typiquement, va permettre de faire ça, de définir des détecteurs, par exemple, pour déclarer une alarme, de définir des actionneurs pour déclencher une sirène. Caméra, c'est la même chose. C'est un plugin qui va permettre d'afficher les caméras qui est assez générique, donc qui va être compatible avec énormément de caméras. Météo, thermostat, etc. Donc délestage, comptage, tout ça sont des plugins qui sont plutôt de fonctionnalité.
continue. Donc, une autre fonctionnalité qui est apparue assez tardivement, plutôt tardivement chez nous, c'est la compatibilité avec les différents assistants vocaux. Aujourd'hui, on voit bien les assistants vocaux, ils sont partout dans nos vies. On en entend parler toute la journée. On en a tous quelques-uns chez nous. Donc JDOM est aujourd'hui compatible avec les principaux assistants vocaux, donc Google Home, Alexa et puis HomeKit. Donc voilà, c'est une intégration qui permet de contrôler sa maison à la voix de façon simple. C'est notamment beaucoup utilisé dans les projets pour des personnes à mobilité réduite ou même pour des personnes âgées. Il y a une forte appétence quand même chez les personnes âgées sur les assistants vocaux. Donc, on pourra vous citer quelques exemples plus tard. Snips, donc, qui a été racheté récemment par Sonos. Snips est un système également d'assistant vocal qui est un peu moins connu, mais qui a la particularité de ne pas dépendre du cloud. Dans certains cas de figure, il est intéressant d'utiliser Snips, notamment quand la confidentialité de la donnée ou de la voix doit être préservée, notamment dans le milieu hospitalier. Ils ne souhaitent pas que les données soient envoyées sur des serveurs américains d'Amazon ou de Google. Et donc, il est important d'utiliser un système hors cloud. Donc, Snips fonctionne très bien et c'est un bon système. J'ai juste terminé cette partie avec cette diapositive, puis on répondra à quelques questions. Sur les accès distants, alors JDOM dispose d'un accès distant qui vient avec une box quand vous l'achetez. Ça fait partie du pack, du service pack. Donc, l'accès distant sécurisé, qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait d'accéder à sa JDOM depuis l'extérieur de chez soi sans avoir besoin de toucher à sa box Internet, de faire des modifications de réglage réseau, etc., des choses assez complexes et qui peuvent parfois remettre en cause la sécurité même du logement, le rendre attaquable facilement par le réseau. Donc là, ça permet d'ouvrir un tunnel, si on parle un peu technique, d'un tunnel VPN entre la box JDOM et la connexion que l'on souhaite utiliser derrière. Donc, que ce soit via l'application mobile, via un ordinateur, via une tablette, on va passer tout ça dans un tunnel VPN qui est crypté et sans avoir besoin de toucher à quoi que ce soit au niveau de la box client. Donc, c'est une fonctionnalité qui est fort appréciée puisque ça permet de mettre en œuvre facilement. Si le client change d'opérateur, change de box Internet, il n'y a pas besoin de tout reconfigurer. Voilà, on branche la box, derrière, on configure le compte market et ça fonctionne instantanément, quasi instantanément maintenant. Avant, ça prenait 24 heures pour s'activer. Maintenant, c'est instantané, c'est dans les 5 minutes où la connexion est active et on peut y accéder depuis l'extérieur de façon totalement sécurisée. Voilà, j'ai fait un peu ma première partie de présentation. On va répondre à quelques questions avant d'aborder un peu les sujets qui sont plus liés aux professionnels. Là, on a fait une présentation plus générale de JDOM. Et donc, voilà. Donc, je ne sais pas si Bruno, tu as sélectionné ou tu as pu voir déjà quelques questions auxquelles on peut répondre. Oui, alors on n'a pas beaucoup de questions, donc on va pouvoir peut-être les mentionner. Tout d'abord, une question de Pascal avec l'open source. Quelles sont nos obligations si nous intégrons la solution dans notre propre serveur maison? A-t-on le droit de faire? Est-ce que tu es en mesure de répondre, Thomas? Oui, alors l'open source. Donc, l'open source, c'est un mot vaste, mais sous l'open source, il y a différentes licences qui existent. JDOM répond à la licence GNU GPL v3. Donc, qu'est-ce que cela impose et qu'est-ce que cela demande? Cela impose, quand on fait des modifications d'un fichier d'un plugin, par exemple, ou du code source de JDOM, du corps de JDOM, de pouvoir remettre à disposition de la communauté ces modifications qui ont été réalisées. Donc, effectivement, s'il effectue des modifications sur son JDOM, ça ne posera pas de souci. Il a tout à fait le droit de le faire. Par contre, si quelqu'un vient lui demander ces modifications, il est dans l'obligation de les partager. Voilà. Alors ensuite, on a une question de Laurent. Est-il envisagé de faire un module de formation avancée sur la conception des plugins? Alors, on en parle un petit peu après sur les formations. Aujourd'hui, ce n'est pas prévu. On fait des modules individuels. On en a déjà réalisé quelques-uns sur le développement de plugins. Donc, des gens qui avaient des besoins de réalisation de plugins, ils sont venus nous voir et on les a accompagnés dans la réalisation de ce plugin. Par exemple, on passe une journée ensemble pour bien comprendre comment fonctionne le développement sur JDOM, comment on développe sur JDOM un plugin. Et puis, une fois que, entre guillemets, ce pied à l'étrier est mis, la personne est autonome pour créer ses propres plugins. Donc, on le fait à la demande sur besoin, mais on n'a pas de session de prévu de développement de plugins.
Alors, toujours Laurent, pardon, qui nous pose une autre question. Est-il possible d'avoir un référentiel des langages utilisés par JDOM, entre parenthèses PHP, jQuery? Alors oui, je vais pouvoir dire rapidement ce qui est utilisé dans le cœur de JDOM, puisqu'il faut bien séparer le corps de JDOM qui va utiliser certains langages et les plugins qui, eux, peuvent utiliser une multitude de langages différents. Donc le corps de JDOM, c'est très simple, c'est principalement du PHP. Hein, toutes les fonctions de JDOM sont en PHP. Après, la couche interface derrière est effectivement en JavaScript avec du jQuery. Donc là, on parle un peu plus technique hein, sur les langages de programmation. Mais voilà, et tout ça alimenté par une base MariaDB pour le stockage des données. Des standards, on a essayé de baser la solution JDOM sur des standards, que ce soit de développement et surtout open source, afin d'avoir quelque chose de cohérent avec notre vision du système. Alors, Et pour les Anthony, plugins, je vais faire juste une précision pardon, sur les plugins. Les plugins, ça va vraiment dépendre des différents plugins. Les plugins d'interface qui sollicitent notamment les ports USB pour avoir accès à des antennes ou des choses comme ça, sont principalement codés en Python, parce que c'est un langage qui s'y prête bien et qui est assez performant et robuste. On a d'autres plugins qui sont en Node.js. On a certains, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un peu de C compilé sur certains plugins. Voilà, on va avoir différents systèmes différents. alors, nous avons également une question de Valentin. Est-il prévu dans un futur proche d'intégrer le protocole IO Home Control sans passer par la Freebox Delta? Donc, il me semble que via le boîtier KLF-200, Thomas, tu me confirmes qu'aujourd'hui, il est possible d'exploiter ces dispositifs. Il faudra cette passerelle qui communiquera avec JDOM. Voilà, alors nous, on n'est jamais fermé à implémenter de nouveaux protocoles, surtout quand ils sont très populaires et très utilisés comme le IO. Mais concernant le IO, Somfy ne fournit pas de clés pour communiquer avec ces équipements. Donc, la seule possibilité, c'est d'utiliser une des passerelles existantes. Donc, aujourd'hui, on a, entre guillemets, la chance d'avoir une solution via la passerelle KLF que tu as mentionnée, qui est édité par Velux, qui est fabriqué par Velux, et qui permet de communiquer en IO avec tous ces différents équipements IO. Après, il y a la possibilité également d'utiliser la Freebox Delta, les antennes intégrées de la Freebox Delta, pour ceux qui ont la chance d'avoir une Freebox Delta. Nous avons une question de Ludovic qui indique quels sont les protocoles de base sur JDOM. Alors, s'il s'agit de la JDOM Smart, vous avez deux options, la version Z-Wave ou la version InOcean, avec également la possibilité d'avoir un pack où vous retrouvez la version Z-Wave avec le RFXCOM, donc une extension qui va vous permettre d'exploiter différents protocoles comme Somfy, RTS, Chacon ou encore du XIS pour ceux qui connaissent, et également cette version avec extension pour l'InOcean. Quelque chose à ajouter, Thomas? Non, c'est ça. Hein. Donc, nous, on avait fait le choix de partir sur ces deux protocoles de base que sont le Z-Wave et l'InOcean, puisque c'était les plus populaires. Voilà, aujourd'hui, il y a une montée en force, on va dire, du Zigbee. Donc, on regarde ça avec attention et peut-être qu'un jour, on fera une box avec un protocole Zigbee fourni. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est du Z-Wave et de l'InOcean. Alors ensuite, nous avons une question de Gilles qui demande si l'accès VPN est bien gratuit vers JDOM. Alors, il est compris dans les services packs. C'est-à-dire que quand on achète une box JDOM, la box JDOM vient avec ce que nous on appelle un service pack, c'est-à-dire un ensemble de services qui sont proposés et qui sont compris dans le prix qu'on a payé quand on a payé sa box. Ces services packs peuvent être donc soit compris avec la box, soit achetés séparément, par exemple quand on a une Freebox Delta, pour pouvoir accéder notamment à certains plugins, parce que certains plugins sont compris dans les services packs, et au support de JDOM, puisque de base, le support est réservé aux personnes qui, entre guillemets, ont un service pack, et à l'accès distance sécurisé. Alors, une question de Claude. Vous avez LoRaWAN. Est-ce que Sigfox est également prévu? Alors, je crois qu'il y a un plugin tiers concernant Sigfox à vérifier, mais je suis quasiment sûr. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas énormément de demandes en France sur Sigfox, donc on n'a pas fait un développement en interne là-dessus, mais à vérifier, mais je suis quasiment sûr qu'il y a un plugin tiers concernant Sigfox. Oui, je confirme, il y en a un, Thomas. D'accord.
Toi, Philippe, tu as mis en œuvre du Sigfox Pas sur JDOM directement. D'accord. J'ai pas réussi à exploiter ce plugin tiers, mais je sais qu'il existe parce que je l'ai testé. Par contre, j'ai mis D'accord. en place du LoRaWAN sur le réseau TTN que tu connais, je le sais. Mhm. Et donc là, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de problème. Encore une ou deux questions, ensuite on va passer à la présentation suivante. Pour toutes les questions qui sont restées en suspens, on pourra y répondre soit via une vidéo, soit directement dans un article de blog. Donc, on n'hésitera pas à répondre à toutes les questions par la suite. J'ai une question de Sylvain qui pourrait être intéressante. L'intégration des produits KNX dans JDOM nécessite-t-elle de construire le réseau KNX préalablement via ETS5? Oui, alors oui, tout à fait, hein, c'est obligatoire. Il faut passer par ETS pour faire le plan d'adressage de son réseau KNX, pour donner les différentes adresses. Ça, on ne peut pas le faire directement via JDOM, ça doit passer par ETS pour le faire. Mais une fois qu'on a fait son réseau, le KNX est totalement exploitable. Et donc, JDOM serait plus un superviseur, comme on appelle en KNX, qu'un outil de programmation du KNX. Et même si une restriction du KNX, l'organisation KNX ne veut pas permettre programmer KNX que des ETS, ETS 5. Ça va pas être possible dans l'avenir non plus. Alors, ensuite, donc, parmi les services que l'on offre, hein, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, le système JDOM est hors cloud, mais on fournit quand même certains services, puis on propose certains services en option. Donc, ces services sont le monitoring. Donc, le monitoring, c'est ce qui va permettre de surveiller à distance les ressources propres de la box, donc du matériel et du logiciel. Donc, s'assurer que l'espace disque est suffisant, qu'il n'y ait pas des problèmes concernant la mémoire, des services non démarrés. Et donc, ça va permettre d'envoyer automatiquement des alertes de défaillance. Donc, ça, c'est très utile quand on doit administrer des box dans des milieux sensibles pour être alerté tout de suite et pour pouvoir être proactif dans la maintenance derrière du système. Et ensuite, on propose un autre service qui s'appelle le Backup Cloud. Donc, le Backup Cloud, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, on n'envoie pas de données normalement des box. Donc, de base, aucune donnée n'est envoyée. Mais de ce fait, vu qu'aucune donnée n'est envoyée, si la box venait à avoir un problème technique, venait à, je ne sais pas, qu'il y ait un incendie et que la box prenne feu, ou qu'il y ait une inondation, peu importe, eh ben, on perd l'intégralité des données qui étaient sur la box, puisque toutes les données sont sur la box. Donc, il est important de mettre en place des backups. Donc, pour ces backups-là, ils peuvent être faits soit en local vers une autre machine, si on a un NAS, si on a un autre équipement, soit vers un service qu'on propose, qui est le Backup Cloud, et donc qui permet d'envoyer toutes les nuits de façon cryptée, c'est important, vu qu'on ne veut surtout pas voir vos données, donc de façon cryptée. Donc, il n'y a que vous, avec votre mot de passe, que vous pouvez décrypter ce backup, et donc qui envoie ce backup sur un de nos serveurs pour pouvoir le récupérer ensuite si vous devez refaire une installation ou s'il y a un problème technique. Donc, le fonctionnement de JDOM, là, c'est une vue très technique, mais qui permet de comprendre quand même le fonctionnement. Donc, on voit une grosse partie, je ne sais pas si on voit ma souris, je n'ai pas l'impression. Donc, on voit le gros bloc qui s'appelle Core, dans lequel on va retrouver les équipements, donc les différents équipements, quelle que soit la technologie derrière, qui, eux, comportent des commandes. Nous, on appelle ça comme ça chez JDOM. Donc, un équipement, c'est très simple. On va prendre un exemple. Une prise. Donc, une prise, c'est un équipement. Ces différentes commandes, ça va être quoi? Ça va être le on, ça va être le off et ça va être son état. Donc, pour bien comprendre la terminologie qu'on utilise. Toutes ces différentes commandes, chacune d'elles peuvent être historisées si l'on souhaite, afin de pouvoir derrière avoir des historiques de ces différents états, de ces différentes consommations, etc. Et on va pouvoir les relier à des scénarios. Donc, les scénarios, c'est ce que je vous ai montré un petit peu avant. Donc, c'est cette interface de programmation qui permet de faire fonctionner les différents équipements entre eux et d'interagir suivant des règles. Et donc, tout ce corps est relié à des plugins, c'est la partie qu'on voit au-dessus, qui, eux, peuvent avoir accès à des interfaces externes pour communiquer avec du Z-Wave, avec du KNX, avec ce que l'on veut sur ces équipements. Et donc, ce corps est également relié, on voit sur la partie gauche, à tout ce qui sont les interfaces. Donc, on va avoir le dashboard, c'est ce qu'on a vu, c'est la vue qui est auto-construite. Les vues, les vues, c'est un peu comme un dashboard, mais sur lequel on va pouvoir disposer un peu différemment ces différents éléments, mettre des graphiques, etc. Les designs, je vous en ai parlé un petit peu avant. Les designs 3D, c'est quelque chose d'assez nouveau, quoique maintenant ça a un an,
mais ça permet de naviguer comme une simulation 3D dans un fichier qu'on va venir uploader. Donc, on réalise un plan 3D de sa maison, on l'exporte vers JDOM, et donc on va pouvoir ensuite l'intégrer dans JDOM pour pouvoir se balader dans son plan 3D, déclencher des éclairages, etc., interagir avec sa maison en 3D. Et les API, qui est un point ultra important, notamment en B2B, qui va permettre d'interagir avec d'autres systèmes tiers, lors d'intégration, par exemple, avec des systèmes d'information de nos clients, soit vers l'application mobile, parce que l'application mobile, elle communique avec JDOM uniquement via les différentes API de JDOM. Donc, voilà, j'en ai parlé rapidement. Les API, donc JDOM dispose de 2 API. Donc, API, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de piloter sa box JDOM à distance. Donc, c'est ultra important puisque c'est ce qui va vraiment permettre de s'intégrer à des systèmes tiers. Donc, c'est ce qui nous permet de nous intégrer à d'autres systèmes. On en a parlé hier pour ceux qui étaient là avec Nuki. Voilà, on peut s'intégrer avec les serveurs Nuki parce qu'ils ont une API et d'autres systèmes peuvent s'intégrer avec JDOM parce qu'on a 2 API. Et les API JDOM, on a essayé de les faire les plus complètes possibles, c'est-à-dire qu'on peut réaliser toutes les fonctionnalités qu'on souhaite via l'API. Ça va très très loin. On peut même redémarrer la box, on peut faire beaucoup de choses directement, mettre à jour la box directement via l'API. Donc, autre chose qui est important chez JDOM, c'est ce que nous on appelle le J-Link. Le J-Link, on en a été confronté à cette problématique-là quand on a commencé à faire un peu de B2B et de parler avec des constructeurs, où ils nous disaient bah, c'est bien gentil votre système, mais comment on a une supervision globale des différents systèmes qu'on a mis en place dans les appartements, par exemple, et comment on va avoir un point d'entrée central pour un mainteneur, pour une personne qui va venir vérifier les températures, qui va venir faire différentes actions. Donc là, il a été pensé le système qu'on appelle le J-Link. Donc le J-Link, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de faire communiquer les différentes box entre elles. Donc en fait, c'est bidirectionnel, hein, les flèches sont à double sens. Et donc, on va pouvoir faire remonter différentes box qui sont installées dans différents appartements vers une box centrale qui sera le point unique de commande de toute l'installation de l'immeuble, par exemple. Alors, c'est quelque chose qu'on utilise énormément, par exemple, dans les EHPAD. On en parlera tout à l'heure, mais on travaille énormément avec les EHPAD. Et donc, on va venir disposer des box pour 4 ou 5 chambres, hein, réparties dans les parties communes. Et on a un serveur dans la partie baie de brassage de l'établissement qui, lui, va rassembler l'intégralité des informations de toutes les box. Donc, il faut plutôt voir ces box un peu comme des antennes déportées quelque part et qui vont permettre de faire un réseau très, très grand dans un établissement, de couvrir l'intégralité d'un établissement sans avoir besoin de mettre de relais Z-Wave, de choses comme ça. On va avoir différentes box qui, elles, remontent toutes vers un point unique. Donc, c'est une fonctionnalité qui est ultra importante et qu'on utilise beaucoup lors de projets assez importants pour avoir une gestion globale d'un bâtiment. Concernant le matériel, les différentes box, alors, certains d'entre vous, la plupart doivent les connaître un petit peu. Donc, la box JDOM Smart, c'est celle que l'on retrouve sur le marché B2C, donc du grand public. C'est celle que l'on peut acheter sur la boutique de Domadou. Donc, cette box, elle est relativement puissante. Donc, c'est un quad-core, 2 Go de RAM, 4 USB. C'est un eMMC. Alors, pour ceux qui demandent, ce n'est pas un Raspberry dedans. On nous le demande souvent, ce n'est pas un Raspberry, ça fait la même taille, mais ce n'est pas un Raspberry, puisque justement, là, on est sur un stockage eMMC, c'est un point hyper important, puisqu'on sait que le point faible des Raspberry, c'est leur stockage sur carte SD. On sait que sous JDOM, on a le droit à une corruption au bout de 1 an et demi, 2 ans sur Raspberry. Donc là, avec l'eMMC, on est sur quelque chose de plus fiable niveau stockage, qui va permettre d'avoir une durée de vie et d'avoir une assurance que le système va fonctionner. Donc, c'est fourni avec un protocole, on en a parlé tout à l'heure lors des questions, hein, c'est fourni avec le protocole Z-Wave ou Notion de base. Donc voilà, pour la Smart, c'est celle que l'on retrouve communément. Donc, elle vient avec un Service Pack Power. Donc, le Service Pack Power, vous retrouverez sur notre site les différents Service Pack avec ce qu'ils apportent. Mais le Service Pack Power, par exemple, apporte 3 plugins inclus. Les DNS, on en a parlé tout à l'heure, le support, etc., différents éléments. Ensuite, on a ce que nous appelons la box Pro, donc qui, elle, est réservée aux professionnels.
Pour accéder à Box Pro, il faut faire la formation JDOM pour être certifié JDOM. Donc, cette formation, elle se fait soit en France, à Lyon, soit en Espagne. Philippe s'en charge pour l'Espagne. Et donc, cette Box Pro, la carte à l'intérieur, c'est la même. Ce qui va changer, ça va être au niveau du disque dur, on a le double de capacité, donc on est sur 16 Go. On a une pile RTC. La pile RTC, c'est quelque chose de très important quand on fait de la domotique, parce que c'est ce qui permet de garder l'heure. Donc, quand on fait des scénarios programmés sur des horaires, c'est très important que la box soit toujours à l'heure, même s'il y a une coupure de connexion Internet. Il faut que l'heure soit toujours maintenue sur la box. C'est ce qui la différencie aussi de la Smart. Elle a le Wi-Fi et le Bluetooth qui sont fournis via des petites clés USB. Elle est fournie également avec un protocole, donc Z-Wave ou Notion. Elle peut être fournie également sans protocole. C'est quelque chose qui est souvent demandé quand les gens font des installations KNX, par exemple. Ils ne veulent pas du tout de protocole radio. On peut la faire également sans protocole. Elle est au format RIDIN, donc ça permet une intégration simplifiée dans des tableaux. Et elle est fournie avec un Service Pack Pro. Donc le Service Pack Pro, je vais le détailler un petit peu après, mais ça apporte beaucoup de choses en plus. Et pour les projets, donc quand vous venez nous voir avec un projet, effectivement, pour un établissement, pour une école, pour un EHPAD, pour des choses comme ça, on va pouvoir voir ensemble quel est le matériel le plus approprié. Et donc, ce ne sera peut-être pas les deux matériels que l'on voit sur la gauche. On va peut-être pouvoir vous proposer un autre matériel qui correspondra mieux aux besoins et qui sera plus ciblé pour le besoin. Voilà, donc sur les projets, à partir du moment où il commence à y avoir un certain volume, on va pouvoir regarder ensemble qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme solution hardware qui sera le plus adapté à votre projet. Donc, pour accéder à la JDOM Pro, il faut suivre une formation pour être installateur certifié JDOM. Donc, cette formation, elle dure 2 jours. Donc, elle a lieu sur Lyon ou en Espagne, pas toujours à Madrid. Hein, Philippe, tu te balades un peu plus. Je me balade, oui, surtout à Madrid, mais aussi à Barcelone. Et puis là où il y a de la demande, hein, surtout pour des projets B2B, donc je me déplace là où il y a de la demande, réellement. Voilà. Donc, lors de cette formation, ce qu'il faut bien comprendre, elle s'appelle formation basique, puisque c'est vrai qu'on reprend un peu la présentation générale de qu'est-ce que la domotique, comment aborder un projet avec JDOM, les box, etc. Mais on essaye aussi d'aborder des choses qui sont quand même très spécifiques aux professionnels, et notamment les bonnes pratiques. Pour nous, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est de bien montrer comment faire une installation qui soit facilement maintenable, puisque tout à chacun, on sait bidouiller, faire des installations, y passer des heures chacun de notre côté et bidouiller non-stop dessus. Mais ça, on ne peut pas le vendre à son client parce qu'on ne va pas valoriser ce temps passé dessus. Donc, il est important pendant ces formations de bien inculquer la partie maintenabilité de l'installation, notamment via différents systèmes. Vous les verrez si vous venez à la formation. Mais voilà, virtualiser un certain nombre de choses, etc. C'est très important. Et c'est quelque chose qu'on essaie de vraiment mettre en avant, c'est la maintenabilité derrière du système. Donc ensuite, concernant le support de JDOM, donc pour les professionnels, c'est une voie un peu différente que pour le grand public. Donc quand on achète une Box Pro, on a accès au support professionnel. Donc ce support professionnel, on garantit un temps de réponse sous 48 heures ouvrées. Donc, sachant qu'on a un salarié qui est dédié au support et donc qui traite toujours en priorité les professionnels. Donc voilà, vous serez toujours traité en priorité à partir du moment où vous avez des services Pack Pro reliés aux box. Donc, plus précisément, sur certains projets, on peut aussi être amené à faire de l'assistance, soit directement sur le projet sur site, hein, ça nous arrive, soit à distance pour de l'accompagnement. Si vous avez besoin, on peut vous accompagner sur certains projets. Voilà, ça peut être une demi-journée ou une journée. On va venir vous aider à réaliser vos scénarios, à mettre en œuvre un petit peu le système pour mener à bien votre projet. Donc, le Service Pack Pro, voilà, j'en ai un petit peu parlé avant. Qu'est-ce qu'il inclut? Il inclut donc l'ensemble des plugins officiels. Donc, sur cette diapo, c'est marqué 64 plugins. Je crois qu'on y est à bien plus maintenant, mais voilà, on doit être autour de 70, 72 plugins peut-être maintenant officiels. L'assistance professionnelle dédiée, je viens d'en parler, et l'accès à la gestion de parc. Donc, la gestion de parc, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre, en tant qu'installateur, de monitorer l'intégralité de vos installations.
Qu'est-ce qu'on entend monitorer? Toujours dans le même principe de JDOM, il n'y a aucune donnée qui remonte sur un serveur. C'est un système qui va vous permettre d'interroger, d'avoir une visibilité globale sur toutes les boxes que vous avez installées et donc de pouvoir voir tout de suite s'il y a un problème, s'il y a un défaut, de voir les messages remonter des boxes, des messages d'erreur par exemple, de consulter les différentes logs, de consulter les différents backups, de pouvoir restaurer les backups locaux qui sont disponibles sur la box. Donc voilà, c'est un outil très intéressant pour le professionnel. Donc voilà, je le rappelle rapidement, interface centralisée de toutes les installations, monitoring des box, gestion des mises à jour à distance. Effectivement, via cette interface, vous allez pouvoir mettre à jour les box de vos clients, les sauvegardes, j'en ai parlé, et également avoir un espace de centralisation du support. Puisqu'un particulier, quand il va ouvrir un ticket chez JDOM, il va attendre une réponse par mail, et il va avoir sa réponse par mail, et ça s'arrête là. Alors que dans la gestion de parc, sur chaque installation, il y a un onglet qui est dédié, on va le voir un peu après, et vous allez pouvoir retrouver toutes les conversations que vous avez eues avec notre service d'assistance. Donc, ça va vous permettre de retrouver ce qu'on s'est dit et de voir effectivement où en sont les différents tickets que vous avez pu ouvrir. Donc, ce système de gestion de parc il se présente comme ceci. On a une première partie avec des informations globales. Par exemple, s'il y a des box qui sont déconnectées, on le voit tout de suite. S'il y a des messages en attente sur les box, s'il y a des mises à jour disponibles sur les box. Ensuite, dessous, on va voir les différentes installations. Donc, effectivement, pour chaque installation, vous allez voir, on va pouvoir mettre pas mal d'informations. Et les box, puisqu'on différencie une installation d'une box, puisque sur une installation, sur une grosse installation, si on prend le cas d'un EHPAD ou d'un hôtel, etc., il peut y avoir plusieurs box reliées par J-Link, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, une installation n'est pas forcément égale à une box. Donc, sur la partie installation, ce qui est bien dans cet outil-là, c'est qu'on va avoir une partie notes, donc un mini CRM. Alors attention, c'est vraiment un mini CRM, mais une partie notes et rappels qui va vous permettre de suivre un petit peu les différents chantiers que vous faites et donc de pouvoir vous inscrire quelques notes qui sont horodatées, donc qui vont vous permettre de vous rappeler, je ne sais pas, le dernier changement de pile, les derniers échanges que vous avez eus avec le client et donc d'avoir un récapitulatif de tout ce qui s'est passé sur cette installation. Centralisation du support, donc j'en ai parlé. On va voir les différents tickets qui ont été ouverts, leur statut, s'ils sont ouverts, fermés, en cours, etc. Le titre, le résumé, le nombre de messages. Et donc quand on clique dessus, ça ressemble un peu comme un chat. On va voir les différents messages et donc, vous pouvez répondre directement via cette interface et vous verrez les réponses du support de cette interface. La gestion des sauvegardes, donc on va pouvoir lancer un backup à distance ou restaurer un backup à distance. On ne peut pas rapatrier sur son ordinateur via cette interface un backup pour la sécurité tout simplement, parce qu'on ne veut pas que quelqu'un qui ait accès à votre gestion de parc puisse venir récupérer les backups de vos clients. Donc c'est juste en local, vous allez pouvoir lancer les backups et restaurer des backups. Donc voilà pour l'outil. Dernière chose concernant le développement à façon, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc JDOM forcément fait des choses pour tout le monde, puis fait des choses pour certains clients. Donc on nous fait beaucoup de demandes concernant des protocoles, concernant du matériel. Donc on a des partenariats. Alors certains on peut en parler, d'autres non. Donc par exemple un qu'on peut citer, c'est VentilairSec qui est assez connu, qui fait de la ventilation par insufflation, donc c'est ce qu'on appelle de la VMI, avec qui on a travaillé pour intégrer leur système, etc. Donc ça, ce sont des développements conjoints. Même chose avec Schneider, par exemple, on a fait un développement conjoint par rapport à leur nouvelle gamme, où vraiment, ça a été main dans la main, on leur a remonté des choses, ils nous ont remonté des choses, etc. Et puis, il y a des développements qui nous sont demandés par certaines sociétés qui, eux, ne sont pas publiés sur notre market, puisqu'ils en sont, entre guillemets, propriétaires. Donc voilà, donc, il y a du développement propriétaire est possible avec JDOM, mais attention, vu qu'on est en open source, ça demande certaines contraintes dans la façon dont on fait le code, mais ça reste possible de faire son propre plugin privé sur JDOM. Également, on peut faire donc de la personnalisation sur le matériel, avec des façades différentes, avec des logos différents. On en a fait avec certains partenaires en Espagne notamment.
Et ça peut être de la personnalisation au niveau de l'interface de JDOM, au niveau du market. Si vous commencez à avoir beaucoup de clients, vous pouvez avoir un market dédié qui est à votre couleur et avec les plugins que vous souhaitez dedans. Donc voilà, là-dessus, c'est une grosse part de notre activité. C'est effectivement du développement à façon, de l'OEM pour nos clients. Voilà, c'était la dernière diapositive concernant la présentation de JDOM. J'espère que je n'ai pas été trop long. On aura plusieurs questions. Je ne sais pas si on aura le temps de tout y répondre maintenant ou tout à l'heure. On a une question de Bruno, par exemple, qui demande pour le J-Link, peut-il être sur un site distant et connecté à plusieurs boxes distantes, elle aussi est connectée à Internet? Oui, alors tout à fait. Le J-Link, il peut passer par ce qu'on appelle nos DNS, donc l'accès distant. Et donc, le J-Link peut très bien fonctionner sur des sites distants sans problème. Ensuite, on a une question de Guy. Pour le KNX, quelle passerelle KNX IP recommandez-vous? Marque et référence. Est-ce que tu as le nom en tête, Thomas? Alors, on a beaucoup utilisé la Wenzirl. Donc, en fait, ce qui est vraiment important en KNX, parce que c'est très normal KNX, c'est le nombre de canaux simultanés disponibles sur la passerelle IP. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait au moins 2 canaux disponibles, puisqu'il y en a un qui est utilisé pour le moniteur de bus et l'autre qui est utilisé pour faire transiter les différentes informations. Donc, là-dessus, pas de préférence particulière. On utilise beaucoup les Wenzirl, mais ça peut être d'autres passerelles qui peuvent être utilisées. Alors ensuite, on a une question de Benjamin. Pour intégrer de nouveaux équipements à JDOM, notamment Océan, quelle est la procédure à suivre? Donc là, si on part d'une JDOM, par exemple, qui intègre nativement le protocole Z-Wave, il suffira simplement d'ajouter une extension. Donc, il y a des extensions pour tous les protocoles, comme Zigbee, comme du Océan, comme du Chacon, Somfy RTS. Donc, il faudra choisir une extension qui est compatible avec JDOM. Et ensuite, il faudra installer le plugin dédié et on pourra ajouter les différents dispositifs qui communiquent avec cette technologie. Voilà, je rajouterais par contre, si la demande, parce que j'avais compris un peu différemment, si la demande c'est un équipement qui n'est pas déjà connu par JDOM, un autre équipement Enocean qui n'est pas connu par JDOM et que l'on souhaite rajouter dans JDOM, dans ce cas-là, il suffit de faire une demande au support. On va regarder la faisabilité, puisque c'est plus ou moins complexe, et on verra si on peut l'intégrer facilement, puisqu'on sait en Enocean, ça fonctionne en fonction de profils. Donc, si c'est un profil qu'on a déjà intégré, ce sera facile. Si c'est des profils qui sont plus complexes, il faudra regarder la difficulté à l'intégrer. On a une question également de François. Bonjour, est-il envisagé de réaliser des formations pro ailleurs qu'à Lyon ou en téléformation? Alors, à l'heure actuelle, ce n'est pas envisagé puisqu'on est une petite équipe, donc c'est difficile pour nous de se déplacer. C'est quelque chose qu'on garde à l'esprit. Donc, continuez à regarder notre site. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais aujourd'hui, les formations sont à Lyon. Une question de Ludovic. Combien de périphériques peut-on mettre sur une box? Alors, ça, c'est une vague question. Si on prend nos box actuelles, une Smart ou une Pro, on va dire qu'on peut aisément mettre dessus 100-150 périphériques sans problème. En fait, dans JDOM, il n'y a pas de limitation du nombre de périphériques. La limite va être au temps d'exécution lorsqu'on va commencer à faire des scénarios complexes. Effectivement, s'il commence à y avoir beaucoup de périphériques qui rentrent en jeu, ça prend de la mémoire, ça prend des ressources. Et donc là, les scénarios risquent d'être plus longs à s'exécuter. Donc voilà, mais pour une installation à domicile, on va dire, domestique, nos box peuvent couvrir quasi tous les cas de figure. Alors, il y a une question de Stéphane. Comment peut-on tester JDOM en attendant de faire une formation? Alors, avant même de pouvoir installer, de mettre en place une JDOM Smart, il est possible d'installer un Raspberry et l'image JDOM. Donc, on peut commencer gratuitement, entre guillemets. Thomas, tu as des précisions à apporter? Alors là-dessus, je vous conseille d'aller sur notre documentation dans la partie installation. Donc, quand on va sur notre site de documentation, il y a une section qui s'appelle Premier pas. Et dans cette section Premier pas, il y a une partie installation. Et donc, dans la partie installation, il y a les différents matériels sur lesquels on va pouvoir installer JDOM. Et donc, voilà, JDOM peut s'installer sur une variété assez large de matériel. Donc, si on a une Freebox Delta chez soi, c'est en 2 clics qu'on va déployer une JDOM pour essayer. Si on a un Raspberry, il y a la procédure sur notre site. Si on a un Docker, un Synology, si on a différents équipements,
la documentation nous permet de tester JDOM facilement chez soi. Une question de Zoïr. Bonjour, pouvez-vous nous accompagner sur des projets type foyer d'hébergement pour personnes handicapées? Alors, tout à fait, là-dessus, il suffit de nous contacter directement sur le site de JDOM dans la partie contact. On réalise déjà de nombreux projets, dont certains de foyers qui sont en cours, notamment à Lyon. Donc voilà, là-dessus, ne pas hésiter à nous contacter. On sera ravis de vous rappeler puis de voir ensemble, effectivement, si la solution peut convenir à votre projet. Alors, on a encore 24 questions. Peut-être qu'on va passer à la suite. On verra si à la fin on a le temps d'y répondre. Sinon, si on n'a pas le temps de répondre ce soir, on fera une vidéo dédiée pour répondre à toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui. OK. Donc, hop, je vais partager mon écran. Donc, on a mis en avant, on a présenté la solution JDOM avec tous les détails qui ont été partagés par Thomas. Cette fois-ci, on va parler de pratique, donc des cas d'usage professionnel avec JDOM. Donc, on va montrer en fait tout le potentiel de JDOM dans différents cas d'usage qui peuvent être utiles au quotidien. Alors, simplement mentionner que JDOM a été adopté par différentes grandes entreprises, notamment Vinci Construction, Free ou Corian, pour n'en mentionner que certains. Alors, le premier cas d'usage concerne les EHPAD. Donc, je vais citer une phrase de Fabrice, directeur digital de Corian. Le personnel y voit un intérêt d'avoir un EHPAD connecté afin de faciliter son travail au quotidien, de libérer du temps pour être au plus proche des personnes. La relation humaine est quelque chose de très important quand on s'intéresse aux personnes âgées souffrant parfois de solitude chez elles ou qui sont un peu dans leur bulle. Donc, ajouter JDOM dans un EHPAD peut apporter plusieurs bénéfices. Par exemple, pour les personnes âgées, il sera possible, via un seul bouton à côté de leur chambre, de pouvoir ouvrir ou fermer un volet roulant ou activer ou désactiver un éclairage. Donc, ça sera utile, par exemple, lorsque ces personnes veulent faire une sieste ou veulent se réveiller le matin sans avoir besoin d'aide d'une personne externe. Donc, elles auront plus d'autonomie. Ce qui peut être intéressant également dans un EHPAD avec JDOM, c'est d'avoir un relevé de température automatique dans chaque chambre qui évite à une personne de devoir y aller, de se déplacer tous les jours personnellement, pour pouvoir faire ce relevé de température. Donc, ça pourrait être automatisé. Ce qui est également intéressant dans une solution comme JDOM, ce que mentionnait tout à l'heure Thomas, c'est que c'est une solution hors cloud, donc toutes les données sensibles seront conservées en local. Donc, dans ce type d'infrastructure, il est intéressant d'utiliser une solution comme JDOM pour justement éviter que ces données soient stockées sur le cloud. Mais également, dans certains cas, les personnes âgées, par contre, veulent avoir un contrôle vocal de leurs équipements. Donc, il est possible également de s'interfacer avec des différents assistants vocaux connus. Thomas, par exemple, tu pourras me confirmer que l'utilisation de JDOM peut être utile et utilisée dans 3 ou 4 chambres plutôt que d'utiliser, par exemple, une box JDOM dans chacune des chambres. Oui, alors sur la partie EHPAD, c'est un sujet que je connais bien parce qu'on passe énormément de temps effectivement avec le groupe Corian aujourd'hui. Ça fait partie de nos tâches quotidiennes. Donc sur les EHPAD, comment ça se passe en réalité? Corian, quand ils sont venus nous voir pour la première fois, et puis je peux en parler puisqu'ils sont contents de notre collaboration et ils acceptent qu'on parle de cette collaboration. Ils sont venus nous voir avec une problématique qui était relativement simple, qui était on veut faire des chambres premium dans certains de nos établissements et donc on aimerait apporter un peu de confort supplémentaire aux résidents. Ça, c'était le postulat de départ, effectivement, pour un groupe comme Corian. Et en fait, ils sont venus donc à une formation JDOM et ils se sont rendus compte que, en fait, ils pouvaient faire beaucoup plus de choses avec JDOM. Et donc, pour, entre guillemets, presque le même prix, ils allaient pouvoir effectivement apporter du confort aux résidents, mais ils allaient également pouvoir apporter de l'assistance pour le personnel qui s'occupe des résidents, donc notamment des commandes qui sont centralisées à l'entrée des chambres. Et ça, c'était vraiment le dernier point qui a été soulevé, c'était leurs contraintes légales, puisque en période de canicule, par exemple, l'ARS oblige les EHPAD à faire des relevés de température suite à la canicule qu'on a eue il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, comment ça se passait? Le responsable technique sur site, il se balade avec un thermomètre, une feuille en papier, et puis toutes les 2 heures, il allait relever les températures dans différents coins de l'établissement. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en fait, en faisant une installation répartie dans le bâtiment, ils pouvaient couvrir ces 3 fonctionnalités
pour un budget qui n'allait pas exploser comme certains budgets de GTB, et puis sur des bâtiments qui étaient déjà en cours d'exploitation, donc où les travaux étaient compliqués. Et donc voilà, donc c'est parti d'un postulat assez simple, et aujourd'hui, ils ont fait le choix d'équiper tous leurs nouveaux établissements avec ce système-là. Et voilà, et donc on commence à couvrir quelques établissements. Donc voilà, vraiment, pour les EHPAD, la fonctionnalité première qui est demandée souvent, c'est l'éclairage, puisqu'ils se sont rendus compte que les chutes, c'est très problématique, et surtout les chutes la nuit. Donc les gens se réveillent la nuit, ils veulent aller au petit coin et ils n'ont pas forcément de lumière. Alors des fois, il y a des lumières au niveau du ras du sol pour éclairer un petit peu, mais ils avaient besoin de systèmes pour pouvoir rassurer les personnes âgées, pour pas qu'il y ait des terreurs nocturnes aussi. C'est quelque chose qui se produit notamment chez les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Donc voilà, c'est parti d'un postulat simple, et ils en ont fait un système assez complexe qui est effectivement réparti sur un certain nombre de box répartis dans les établissements. Il y a à peu près 100 chambres chez Coriandre dans tous leurs établissements. Et donc, il y a 3-4 chambres par box et un système centralisé derrière de G-Link. Donc voilà, vraiment, le use case EHPAD aujourd'hui a été éprouvé. Alors, on ne travaille pas qu'avec Coriandre, on travaille également avec d'autres EHPAD qui font des choses à leur mesure, mais qui ont des besoins qui sont autres. Par exemple, des monitorings de température dans les chambres froides. On sait que certains EHPAD ont eu des problèmes avec des frigos ou des choses comme ça. Donc voilà, du monitoring, beaucoup de monitoring, et puis ajout de confort. Petite précision, Thomas, pourquoi ne pas avoir implémenté de système domotique pour le bouton d'appel d'urgence, pour la détection de chute ou encore pour les balises GPS? Alors là-dessus, c'est du matériel quand même qui est très spécialisé et qui est vital. On a réalisé quelques tests avec des matériels, notamment LoRaWAN, mais avec également d'autres matériels. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas une fiabilité suffisamment élevée, donc ça fonctionnait, mais il y avait des ratés, et les ratés sur ce genre d'application, ce n'est pas acceptable, puisque c'est vital. Une personne qui tombe au sol, quand elle appuie sur son bouton d'appel, il faut que ça fonctionne. Et donc les produits qu'on avait testés n'atteignaient pas ce besoin de marcher à 100%. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur ces fonctionnalités-là, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Voilà. De la balise GPS, c'est des choses qu'on a déjà réalisées, qu'on continue à réaliser. C'est plus simple à mettre en œuvre. Mais par contre, sur le bouton d'urgence, il y a des systèmes intégrés qui existent aujourd'hui, qui sont implémentés, qui appellent des téléphones de ECT ou des choses comme ça. Là-dessus, on ne viendra pas, nous, prendre la place de ces systèmes-là. Par contre, on va pouvoir s'interfacer avec certains systèmes existants, puisque ces systèmes-là, pour la plupart, ont des boîtiers avec des contacts secs, des choses comme ça. Donc, on va pouvoir se servir de ces boîtiers-là pour faire une remontée supplémentaire dans JDOM. Typiquement, la personne, elle appuie sur un bouton d'alerte. Effectivement, l'alerte va partir de façon normale, mais on va pouvoir également lui allumer sa chambre pour la rassurer, etc. Donc voilà, on ne va pas venir se substituer à ces systèmes intégrés de sécurité qui sont vitaux et donc qui sont très sensibles. Mais par contre, on va pouvoir venir s'interconnecter avec un certain nombre d'entre eux pour apporter un peu plus de fonctionnalités. D'accord. Donc le cas d'usage suivant concerne les appartements touristiques. Donc je vais reprendre une phrase que Philippe, ici présent, m'avait donnée lors d'une interview. Donc c'est avant tout une gestion de l'ouverture des portes qui intéresse les propriétaires afin qu'ils n'aient pas à intervenir lors de l'arrivée des touristes. Après, la gestion de la climatisation est un point extrêmement important en Espagne car il fait très chaud l'été et parfois très froid l'hiver dans certaines régions et tous les appartements touristiques sont équipés de climatiseurs. Donc Philippe, est-ce que tu as des détails à nous donner à ce sujet ? Oui, alors je peux résumer mon expérience dans ce domaine. C'est un secteur qui est très, très porteur, comme vous l'imaginez, le secteur touristique en Espagne. Il y a beaucoup, beaucoup de locations touristiques. Et il y a beaucoup de gens qui en ont fait leur profession. Il y a des grands groupes qui sont de grands gestionnaires d'appartements touristiques. Donc là, d'ailleurs, avec José, que vous avez sur vos écrans, on a porté un gros projet en Espagne dans ce domaine-là. Donc là, c'était du B2B. Un projet dans le cadre duquel on a été accompagné par l'équipe JDOM du début à la fin. Et c'est exactement ce que Thomas a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire un projet où tout est personnalisé, la box, l'interface JDOM, etc., etc. Donc dans ce cadre-là, dans ce cadre B2B de grands gestionnaires d'appartements touristiques, donc généralement le
l'entreprise, le gestionnaire a sa propre application, d'accord? Donc, toute la gestion domotique est effectuée par JDOM, mais pour le client final, JDOM n'existe pas, on pourrait dire, et c'est l'application mobile que le client va voir. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est exactement ce que Thomas a très bien décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette application s'interface avec JDOM à travers l'API JDOM, hein, qui nous permet de faire tout ça. Et donc, c'est ce type de projet. Par ailleurs, moi, j'ai fait beaucoup de petits projets qui sont relativement similaires, mais ce sont des petits propriétaires qui ont soit un ou deux appartements touristiques, ou alors qui en ont une dizaine, des gens qui vivent de ça. C'est assez courant en Espagne. Et donc, ils ont exactement la même problématique, et qui est souvent, ou la plupart du temps, effectivement, de pouvoir gérer les accès. Voilà, c'est la première problématique. C'est-à-dire que un propriétaire d'appartement veut que son client, le touriste, quand il arrive, eh bien, il puisse prendre possession de l'appartement seul, sans aucune intervention. D'abord parce que pour lui, c'est une économie de temps et d'argent souvent, parce que jusqu'à présent, il fallait qu'il se déplace, lui, pour être là au moment où arrive le client, le touriste, ou alors il a du personnel pour faire ça. Et puis, c'est contraignant, c'est-à-dire que souvent, le client lui-même ne veut pas ça, il veut être indépendant. Il préfère être totalement autonome et puis arriver sur les lieux, prendre possession de l'appartement sans voir personne. Voilà, c'est une demande qui existe réellement. Donc pour ça, il faut pouvoir contrôler les accès, c'est-à-dire dans ce cas-là, si on parle d'un appartement touristique en ville, comme c'est le cas à Madrid par exemple, mais dans toutes les grandes villes, il faut pouvoir ouvrir la porte de l'allée de l'immeuble, concrètement, hein. Donc ça, en domotique, c'est assez simple. On n'a pas, c'est pas une grosse problématique. C'est un portier qui est équipé d'une gâche. Donc voilà, c'est assez simple à faire. C'est un contact sec, donc on n'a pas de problème pour faire ça. Et puis après, il faut effectivement pouvoir contrôler la porte de l'appartement. Donc il nous faut une serrure, on va dire intelligente, connectée. Donc là, on a plusieurs solutions. Si on est sur Gnome, on a, par exemple, si on opère en Z-Wave, on a la possibilité d'utiliser une Danalock, par exemple, que vous connaissez probablement. Ou alors, vous en parliez hier, on a bien sûr la solution Nuki qui est parfaitement adaptée puisqu'elle a elle-même son API, et puis il existe déjà sur JDOM un plugin qui permet de s'interfacer complètement avec cette solution. Donc voilà, on peut résoudre parfaitement avec JDOM cette problématique de contrôle des accès. Une fois que le propriétaire, que ce soit un petit propriétaire ou un gros gestionnaire d'appartement, comprend ce que veut dire la domotique, ce que ça signifie et ce qu'il peut faire avec la solution JDOM, alors là, il nous demande beaucoup d'autres choses. Et une fois qu'il voit que ça fonctionne, il nous dit, voilà, maintenant, ma problématique, c'est la consommation d'énergie. Donc, mes clients arrivent, ils mettent la clim à fond, ils sont là pendant 4 jours, une semaine, et puis la clim tourne 24 heures sur 24. Donc, je veux pouvoir avoir un contrôle là-dessus, de telle façon que quand il n'y a personne dans l'appartement, on puisse mettre en place une gestion efficiente de tout ce qui a trait à la consommation d'énergie. Donc, bien sûr, avec JDOM, on a la possibilité de faire ça. Concrètement, en Espagne, on a la problématique des climatiseurs, parce que c'est vrai que tous les appartements, alors je dirais pas dans le nord, là où habite José, parce que là c'est un peu différent, la température est différente, mais on va dire Madrid et puis tout le sud, évidemment, on a de grosses températures, des températures très élevées en été, donc il faut pouvoir déjà offrir un niveau de confort à une clientèle, c'est-à-dire que si on sait que le client va arriver à midi, par exemple, eh bien, il est bon de pouvoir, euh, euh, on va dire, rafraîchir l'appartement 1 heure avant, hein, pour lui offrir un niveau de confort quand il arrive. Et puis surtout, ce que nous demande le propriétaire dans ce cas-là, c'est de pouvoir réduire les consommations d'énergie. Donc, il va falloir qu'on
soit capable de déduire s'il y a quelqu'un dans l'appartement, s'ils sortent pendant plusieurs heures, donc qu'on puisse peut-être pas éteindre complètement la climatisation, mais au moins réduire la température pour essayer de faire des économies d'énergie, et on y arrive très bien, effectivement. Donc, on a ça, puis on a une demande qui revient beaucoup maintenant, qui est le contrôle du niveau de bruit, parce que c'est une problématique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui louent des appartements touristiques pour organiser des soirées. Donc, il faut que, ce qui est très mal vu, bien sûr, pour le voisinage. Soirée, on fait la fête, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que le propriétaire ou le gestionnaire, tout en préservant évidemment tout ce qui a trait aux données personnelles, hein, il n'est pas question de mettre des caméras ni tout ça, mais il faut pouvoir, à travers la gestion du niveau de bruit, on peut arriver à savoir si effectivement sur une durée d'une heure ou d'une heure et demie, il y a un niveau de bruit qui n'est pas, on va dire, normal. Donc on pourrait en déduire qu'effectivement là, il y a une soirée qui a été organisée, et donc on peut intervenir à ce niveau-là à travers des mails, etc., pour essayer de, disons, de ne pas déranger le voisinage. Voilà. À partir de là, alors après, on a des problématiques. J'ai eu des problématiques qui sont propres à chaque propriétaire, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent offrir c'est un peu ce que disait Thomas tout à l'heure dans les EHPAD, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent offrir un standing supérieur. Donc là, ils nous demandent des éléments de confort. Ça peut être bien sûr la gestion des volets roulants, ça peut être les lumières, ça peut être la possibilité de contrôler la domotique à la voix. Donc là, évidemment, on a toutes les possibilités que nous offre JDOM avec tous ces plugins, entre autres. Voilà. Donc concrètement, sur la climatisation, on travaille beaucoup avec des passerelles domotiques qui sont un produit espagnol qui s'appelle, d'une entreprise qui s'appelle Intesis. Et donc, récemment, l'équipe JDOM a développé un plugin officiel qui permet d'interfacer JDOM avec ces passerelles domotiques qui nous permettent de contrôler facilement des climatiseurs, qu'il s'agisse de split ou qu'il s'agisse d'installations gainables. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà ce que je peux vous dire sur mon expérience dans ce domaine concret. Parfait. S'il y a des questions, on verra peut-être par la suite. Ouais. J'y répondrai. Alors ensuite, donc on a vu les EHPAD et les appartements touristiques. Donc un autre secteur qui peut être intéressant avec JDOM, c'est l'utilisation de cette solution pour des campings. Donc là, on va être confronté au même type de problématiques pour certains aspects, notamment le contrôle de la climatisation ou du chauffage avec un retour d'état. Donc pour éviter d'avoir certaines zones qui sont actives et avec une température de confort lorsqu'il n'y a plus de clients et que par exemple le personnel de ménage est intervenu mais a oublié de désactiver ou de réduire cette température. Ce qui va être également intéressant, ça va être le contrôle d'accès donc avec JDOM, notamment avec des solutions comme Simon Voss, où on va pouvoir identifier des personnes et leur donner des accès à certaines zones. Par exemple, pour des douches, pour limiter l'usage abusif de douches à des personnes qui ne sont pas autorisées, qui ne sont pas clients dans ces campings, on va pouvoir justement contrôler ces accès, mais également pouvoir mettre des scénarios, par exemple, qui limiteraient l'usage des douches dans la durée. Par exemple, une personne ne pourra pas utiliser plus de 10-15 minutes la douche par jour pour éviter un usage abusif. Donc ensuite, nous avons le cas d'usage des hôtels, donc également le même type de problématique avec le contrôle d'accès via des cartes RFID, également pratique pour le personnel de ménage qui va pouvoir, avec une seule carte, accéder à différentes chambres, mais on pourra aussi révoquer ces accès à tout moment puisqu'on aura un contrôle total depuis l'interface JDOM. Ce qui est également intéressant dans les hôtels, c'est par exemple avoir un lecteur de cartes dans les chambres. Donc, ce lecteur de cartes n'a pas forcément besoin d'avoir de technologie, mais simplement le fait pour un client d'insérer la carte lui permettra automatiquement d'activer l'éclairage et mettre le chauffage en route, et inversement quand le client part. Donc, ça permettrait d'avoir des automatismes utiles au quotidien. Ensuite, on n'y pense pas forcément, mais JDOM peut être utile dans la base vie. Alors, les avantages de JDOM lui permettent justement d'être parfaitement intégrable dans une base vie, puisque une base vie va se déplacer dans différents lieux, mais JDOM, de par son fonctionnement en 4G et son indépendance du cloud, n'aura pas forcément besoin d'une connexion Internet filaire. Donc, ça peut être utile dans le cadre d'une base vie, notamment pour automatiser l'éclairage et le chauffage. Par exemple, lorsque les personnes ne sont pas présentes durant le week-end ou durant la nuit, on va pouvoir automatiquement couper ce chauffage ou cette climatisation
ainsi que l'éclairage. Mais on va pouvoir également sécuriser cette base vie avec quelques éléments de sécurité pour pouvoir surveiller à tout moment qu'il n'y ait pas une activité anormale. Également, on va pouvoir gérer l'eau des douches, donc par exemple avoir une coupure automatique suite à un certain nombre de minutes d'usage de la douche pour éviter encore une fois un usage abusif. Et Thomas, tu peux nous confirmer que pour ce type de projet, le pré-appairage et la conception de boîtiers clé en main peut être proposé par l'équipe JDOM. Voilà, oui, on est venu nous voir, donc Vinci, vu que tu le citais au départ dans tes slides, donc Vinci est venu nous voir avec une problématique là-dessus, c'est qu'effectivement, ils ont des surconsommations très importantes au niveau des bungalows de chantier, hein, de ce qu'ils appellent les bases vie. Les gens laissent les chauffages allumés, fenêtres ouvertes, utilisent les plaques de cuisson, ils mettent les plaques de cuisson à fond pour chauffer les Algeco et ils laissent allumer comme ceci. Donc, ils avaient un besoin derrière de pouvoir monitorer surtout les consommations, que ce soit d'eau et d'électricité, mais également de pouvoir être alertés en cas de souci. Donc, comme tu l'as cité, les intrusions, donc via une caméra et de la détection de mouvement, s'il y a quelqu'un qui rentre dans les bases vie en dehors des horaires autorisés, ça envoie automatiquement une notification au responsable du chantier. Et voilà. Et donc, pour réaliser tout ceci, on avait des contraintes un peu particulières. C'est que les bases vie, elles n'ont pas de box Internet disponible. Donc, il fallait quelque chose qui soit simple à mettre en œuvre, rapide à mettre en œuvre et en 4G. Donc là-dessus, on a réalisé un coffret en fait pré-câblé, prêt à poser avec les différentes fonctionnalités nécessaires. Donc, on va pouvoir désactiver toutes les prises avec des relais derrière, des relais de puissance, les différents circuits électriques. On va pouvoir tous les piloter en fonction d'horaire, en fonction de surconsommation, etc. Faire du délestage dans ces bâtiments pour en faciliter l'usage et la gestion. Donc voilà, pour ce projet-là, on est vraiment arrivé avec des coffrets tout pré-appairé, pré-configuré, prêt à poser, numéroté, étiqueté, etc. Donc, les électriciens sur place, ils ont reçu ça, ils l'ont mis en œuvre en même pas une demi-journée, alors qu'il y a un certain nombre de baraquements, et ça allait très très vite pour le mettre en œuvre. Donc voilà, c'est un des services qu'on propose, c'est effectivement proposer quelque chose de pré-packagé, de prêt à poser, on pourrait dire, au niveau de JDOM. Et ça, c'est valable pour les bases vie, mais pour aussi tout autre projet. JDOM est capable d'assurer un pré-appairage et un kit clé en main. Oui, tout à fait, hein. On peut tout à fait fournir du pré-appairage, mais également des images particulières avec des scénarios déjà préconçus, des choses comme ça, de la modélisation déjà faite sur les box, afin de faciliter la mise en œuvre pour le client final, surtout à partir du moment où on commence à avoir un certain nombre d'équipements à intégrer, à installer. Si je reprends l'exemple de Corian qu'on citait tout à l'heure pour les EHPAD, on leur envoie tout prêt à poser, comme c'est les électriciens sur place, entre guillemets, ils n'ont plus qu'à poser et toute la conception a été réalisée par des domoticiens en amont. Mais toute la partie pose pure du produit est réalisée par des électriciens. D'accord. Donc ensuite, le cas d'usage suivant, donc on ne le mentionne pas forcément, c'est l'escape game. Donc je vais vous mentionner une phrase de Guillaume Catry qui avait réalisé une interview avec moi. Donc c'est le fondateur et président d'Escape Mind. Donc il avait indiqué que tous les escape games peuvent utiliser JDOM pour avoir un suivi et intégrer leur programmation. C'est un investissement qui vaut le coup puisqu'on va pouvoir avoir le suivi de salles simplifiées, plus de lancement manuel et la possibilité de suivre plusieurs salles en même temps. Donc les bénéfices sont multiples également pour ce type de secteur. Donc, c'est pouvoir disposer d'un système de sécurité pour pouvoir sécuriser avec des caméras et des capteurs sortis de secours. Mais on va également pouvoir ajouter une nouvelle expérience pour les utilisateurs avec des énigmes innovantes. Par exemple, ce qui avait été mentionné, c'était d'avoir un capteur de luminosité derrière un miroir. L'utilisateur devait résoudre l'énigme et ensuite, il devait projeter l'éclairage de sa lampe au travers le miroir. Et en fait, ce capteur de luminosité qui allait détecter cette différence allait enclencher un scénario qui lui permettait d'accéder par exemple à une salle différente. Ce qui est intéressant aussi pour le personnel, c'est d'éviter de devoir avoir des méthodes compliquées pour pouvoir suivre ou moins productives pour pouvoir suivre les joueurs, puisque là, on va pouvoir, avec JDOM, suivre en temps réel plusieurs salles, puisque la personne qui sera, par exemple, connectée à l'interface JDOM pourra savoir exactement s'il y a un mouvement dans une salle ou une autre, s'il y a une ouverture de porte qui a été effectuée. Donc, toutes ces informations sont précieuses pour ce type d'activité.
Ensuite, nous avons Je rajouterais, récemment… Oui. je rajouterais, Bruno, juste une seconde, je rajouterais juste que c'est ce qui est un peu magique quand on travaille chez JDOM avec une solution comme JDOM, c'est qu'en fait, on se rend compte que JDOM s'adapte à de très nombreuses situations et dans des cas de figure qu'on ne pouvait même pas imaginer. On est venu nous voir avec une problématique qu'on ne pouvait pas imaginer, l'escape game ou la diapositive d'après, ce dont tu vas parler, les bateaux. Voilà, c'est des choses qui, nous, au départ, c'est des domaines qu'on ne connaît pas. Et on vient nous voir avec des problématiques et c'est vraiment agréable de voir JDOM effectivement comme un outil qui va permettre de répondre à de très nombreuses problématiques et pas uniquement en domotique pure, mais vraiment en automatisme en tout genre. Donc, le cas suivant, c'est le bateau. Donc, nous avons eu une interview de Eric Séchaud, qui est le porteur du projet Sealoft, qui indiquait que la domotique dans un habitat flottant apporte des éléments de réponse à deux problèmes, la sécurité des occupants et le suivi des consommations. Donc, pour nous, le point le plus positif de la solution JDOM, et il y en a un bon nombre, c'est la gestion native des DNS avec un système de configuration ultra rapide et un fonctionnement éprouvé. Donc là, on a différents bénéfices. Déjà, le bateau, tout l'intérêt va pouvoir être d'être connecté en 4G avec JDOM. On va pouvoir avoir des détections d'anomalies, par exemple pour des détections de fumée, pour les détections de voies d'eau, mais on va aussi pouvoir gérer le chauffage pour les clients pour s'assurer qu'ils aient un confort tout au long de leur séjour. Et on va pouvoir récupérer certaines données de capteurs d'origine navale sur contact sec ou encore la consommation énergétique d'eau et gaz. Donc ensuite, nous avons le cas d'usage du logement collectif. Alors, tout à l'heure, Thomas nous avait mentionné l'utilité de J-Link. Peut-être que Thomas, tu veux nous donner plus de détails sur l'utilisation de J-Link, notamment dans ce type d'infrastructure. Oui, alors là-dessus, on va avoir différents cas de figure en fait. On va avoir des constructeurs qui viennent nous voir et donc qui veulent proposer de la domotique à leurs clients. Et donc dans ce cas-là, effectivement, chaque futur propriétaire va se retrouver avec un pack domotique, avec une box domotique et donc des fonctionnalités domotiques pour équiper l'appartement. Donc là, ça ressemble plus entre guillemets à du résidentiel, à ce qu'on connaît. Par contre, il y a un autre cas de figure, c'est les logements sociaux, les logements où il y a des bailleurs sociaux derrière qui doivent gérer un parc d'appartements, voire même certains foyers, on en parlait rapidement tout à l'heure. Et là, il va y avoir d'autres contraintes qui vont rentrer en ligne de compte, notamment toute la partie GTB et GTC, donc toute la gestion technique du bâtiment, qui est très importante sur des bâtiments qui sont gérés par des OPAC, par certains organismes. Et donc, il va être important de, effectivement, permettre de remonter un certain nombre d'informations des appartements, typiquement sur une détection de fuite d'eau, parce qu'avec un débitmètre, on va voir qu'il y a de l'eau qui est tirée en continu. Ou alors sur les parties communes, de la détection sur des chaudières, sur des systèmes de ventilation sur lesquels on va venir s'interconnecter en mode bus ou en d'autres technologies, pour pouvoir faire de la remontée très rapide aux mainteneurs et aux bailleurs pour qu'ils puissent faire de la maintenance, de la réparation sur ces équipements. Donc vraiment, sur la partie logement collectif, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Et si on va jusqu'au plus extrême, sur les foyers sur lesquels on travaille, typiquement, on va même jusqu'à gérer l'activation du circuit électrique des différents appartements, parce que ces appartements, les gens ne restent pas très longtemps. Et donc, dès qu'ils sortent du logement, tout est coupé, si ce n'est la prise du frigo qui, elle, reste connectée, mais toutes les autres prises sont coupées. Et donc, il y a un système avec un contacteur à clé où l'occupant, quand il arrive, il met sa clé et ça lui active son électricité. Et puis, dès qu'il part, ça coupe tout, sauf le frigo. Donc voilà, on va aller sur des fonctionnalités très basiques jusqu'à très poussées et surtout sur des fonctionnalités de supervision qui sont énormément demandées, du reporting. Alors, ça peut être du reporting dans JDOM, mais ça peut être également du reporting qui va être poussé vers des systèmes tiers. Ou directement des fichiers, par exemple CSV, qui sont envoyés par email ou des reports PDF qui sont envoyés par email au bailleur social ou à la personne qui fait la gestion du bâtiment. Alors, je me permets d'intervenir là-dessus parce que, si vous me permettez, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans le cadre des appartements touristiques, où on a fait des déploiements dans plusieurs immeubles complets, où tout, ça rejoint beaucoup ce que tu dis là, Thomas. C'est-à-dire que c'est un immeuble complet où il n'y a que des appartements touristiques. Donc là, effectivement,
on a déployé G-Link qui nous est très, très utile pour gérer tout ce qui est partie commune. C'est-à-dire que il peut y avoir plusieurs portes d'allées à ouvrir. Il peut y avoir des portes de cours et donc chaque appartement touristique est équipé de sa box JDOM mais il peut agir sur la box JDOM qui, elle, est dédiée aux parties communes. Donc voilà, c'est un exemple de l'utilisation de G-Link. Donc ensuite, nous avons les espaces de travail partagés. Donc là, je vais citer une phrase de Jean-Olivier Gonin qui est ici présent ce soir. Donc c'est le fondateur d'Homing Home. Donc, il avait accompagné un projet de salon de coiffure partagé. Donc voici ce qu'il en pense. Ouvert depuis 1 an, le salon est plein et ne peut plus faire face à la demande. Ce qui est réalisable pour un salon de coiffure peut l'être aussi pour un espace de coworking, un cabinet médical ou toute autre ressource. Et seule la solution JDOM est assez agile pour répondre techniquement et s'interfacer avec les éléments périphériques, en particulier avec les lecteurs de QR code. Hop. Donc là, les bénéfices vont être multiples. On va pouvoir gérer le chauffage et la climatisation encore une fois à distance. On va pouvoir contrôler les accès et historiques de chaque réservation. Dans le cas du projet accompagné par Jean-Olivier, l'intérêt était de pouvoir identifier chaque auto-entrepreneur, par exemple, qui venait exercer son activité dans l'espace l'espace partagé et être facturé par rapport aux journées de travail. Mais on va également aller plus loin avec JDOM, puisqu'on va pouvoir mesurer la consommation d'eau et d'électricité pour chaque utilisateur. Donc, ce sera également pratique pour facturer cet utilisateur qui exploite ses ressources énergétiques. On va pouvoir également activer des dispositifs en fonction des autorisations, comme l'éclairage, les volets roulants, et protéger le local. Donc, au même titre pour les bureaux, on va pouvoir également gérer le chauffage, la climatisation, la luminosité, le contrôle d'accès avec des cartes RFID. Voilà, c'est des choses qu'on peut retrouver. Alors, cette fois-ci, on va parler de la maison passive. Une phrase de José qui nous avait indiqué: ce que nous avons fait est de fournir à l'ensemble du système de contrôle un cerveau pour pouvoir mesurer, contrôler et gérer tous les aspects de la collecte, de l'accumulation et des dépenses énergétiques de la maison. Et bien sûr, avec tout le confort, efficacité énergétique, sécurité, loisirs et communication que l'on attend d'une maison avec domotique en 2020. Donc José, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'intérêt d'une solution comme JDOM dans le cadre d'une maison passive? Alors tu as le micro. Ouais. Voilà. Bon, je vais vous mettre désolé. Je vais mettre les liens au projet ici. Ça, il s'agit d'une maison passive. C'est la première maison avec soleil qui marche dans le climat atlantique, dans le nord de l'Espagne. Ça s'appelle Santalpi, le projet. Et bon, il s'agit d'une patente, un patent, parce que comment est-ce qu'on dit en français, Philippe, el suelo radiante, Bruno. Il n'y a pas le micro coupé. Oui, je disais le plancher chauffant. Ouais, voilà. Et on peut mettre l'eau à 23-24 degrés pour avoir la chaleur dans les maisons au lieu du système qu'on connaîtra normalement qui mettre l'eau à 35-40 degrés. Alors bon, c'est un projet absolument incroyable et on envisage d'avoir beaucoup de maisons avec ce système bientôt. Alors, quel est le truc? Bon, les propriétaires, ils nous ont dit, on a construit des maisons, on a tout fait, mais on a besoin de quelque chose qui gère toute l'expérience client par rapport à la consommation, par rapport à qu'est-ce qui passe, par rapport à pour l'instant, la voiture électrique. Et bon, même il faut avoir une app pour se connecter via les téléphones portables, les smartphones, et il faut avoir la base de données, tout ça. Alors, il faut gérer la maison autonome, la maison passive. Et voilà, on l'a fait. Et bon, l'histoire, c'était que c'était un développement vraiment court. Et par rapport à l'argent, c'était si cher qu'il espérait. Alors,
je voudrais revenir parce que j'écoute à Thomas et j'écoute à Philippe et même les cas de Bruno. Il y a toujours quelqu'un qui nous arrive avec un petit besoin. Hein, on veut faire des chambres pousagées et plus améliorées. On veut donner notre client d'appartement touristique l'accès automatique. On veut faire des petites choses, mais les clients finalement découvrent qu'ils peuvent faire vraiment beaucoup de choses et la technologie est là et il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est pas si cher comme des systèmes de gestion des bâtiments qu'on avait avant. Alors ça c'est un peu un dénominateur commun, on peut dire qu'il y en a dans tous les projets. Il y a un petit besoin mais qui nous permettrait de découvrir d'autres besoins qu'on peut très bien gérer avec cette technologie radio et avec ce type de gateway qu'on peut un peu faire l'adéquation pour chaque besoin parce que la box JDOM a une flexibilité très importante. On a écouté, moi, on a besoin de DNS dynamique parce que les bateaux, ça bouge. On a besoin de boutons pour messager. On a besoin d'ouvrir les clés. On a besoin de gérer les parties communes. On a besoin de gérer l'énergie, l'électricité et même la voiture électrique. Et on a vu que toujours, on a la possibilité d'avoir la flexibilité pour s'adapter, soit au niveau communication, soit au niveau protocole, soit au niveau interface, soit au niveau gestion d'utilisateur, soit au niveau gestion propriétaire. Et voilà, c'est ça qu'on aime bien d'avoir JDOM pour tous les projets qu'on a eu. Et, ici, dans les maisons passives, c'était pour les propriétaires, c'était vraiment incroyable la vitesse et la flexibilité qu'on a eu pour gérer tous ces besoins et même les prix. Et voilà. Ok, alors je compléterai juste un tout petit peu, José, par rapport à ce que tu as dit. Effectivement, on part toujours d'un besoin initial qui est très précis, puis on s'élargit. Après, une mise en garde, il faut pas non plus vouloir trop tout faire d'un coup. Il est important, je pense, avec JDOM, c'est de le faire étape par étape, petit à petit, puisque à trop vouloir faire d'un coup, on monte vite une usine à gaz. Avec JDOM, on peut faire énormément de choses, mais on peut aussi très vite se laisser, entre guillemets, dépasser par toutes les fonctionnalités et qu'on peut proposer à ses clients. Donc, je pense que c'est intéressant de partir effectivement sur le postulat au départ, on répond à la problématique du client en lui ouvrant la porte vers différentes options supplémentaires qui vont lui permettre effectivement de contrôler ensuite son éclairage, de contrôler ensuite sa climatisation et de le faire par étapes, par paliers, mais surtout essayer de ne pas vouloir tout faire d'un coup. On a quelques projets comme ça qui étaient un peu démesurés où les gens ont voulu tout faire d'un coup et très vite, ça devient compliqué à gérer. Donc, faisons par étapes, il faut valider les étapes les unes après les autres et après, effectivement, le système peut englober tout ce que l'on veut. Mais il est important de faire step by step. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et pour l'instant, quand on a un projet KNX, normalement, je dis au propriétaire, si tu as un projet KNX, il faut faire les projets depuis la A vers la Z. Alors, dis-vous, à toute la fin, il n'y a pas la possibilité d'avoir des étapes parce que tu dois tout définir, l'éclairage, le chauffage, les contrôles d'accès, les volets roulants, tout, parce qu'il faut mettre les bouches, il faut définir tous les points, il faut tout faire, il faut tout réfléchir. Par contre, si on a des projets CP, C-Wave, on peut y aller step by step, pas à pas, et façon de, bon, tu peux prendre la décision de mettre l'éclairage maintenant, mais l'année prochaine, tu peux mettre les chauffages si tu veux, mais il faut laisser le système préparé, ça coûte pas du tout cher, et ça, c'est la flexibilité, la technologie qui nous permet d'avoir cette approche, cette approximation que tu as dit de, OK, on va faire les petits, on va faire les suivants, on va faire les suivants. Mais le truc, c'est
avec les solutions qu'on avait avant, avec les KNX, je ne sais pas, Johnson Control, ce type de gros systèmes qu'il y avait pour des gestions des bâtiments tertiaires, ce n'était pas possible comme ça. Il fallait aborder tous les projets d'abord et tout définissait et toutes les choses. Et maintenant, on a une flexibilité très intéressante pour ajouter la valeur aux clients et leur montrer toutes les possibilités qu'il y a sur la table et pouvoir avoir peu à peu. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette approche. C'est-à-dire que en répondant à la demande du client, une fois qu'il est satisfait, c'est lui qui revient après avec d'autres demandes et il est surpris de voir qu'on peut répondre à pratiquement toutes ces demandes avec un système comme JDOM qui est très qui est très souple, comme le disait José, et qui nous offre un éventail pratiquement infini d'intégration à tous les niveaux. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de pousser pratiquement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a répondu aux premières demandes, ça vient tout seul. C'est logique. Donc, pour finir, quelques types de cas d'usage supplémentaires. Alors, pour l'école, on va pouvoir également implémenter JDOM, par exemple pour connaître l'état des fenêtres. Par exemple, quand les personnes sont en vacances, on va pouvoir vérifier que toutes les fenêtres sont bien fermées. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir intervenir et éviter un éventuel cambriolage. Mais on va également pouvoir sécuriser un peu plus l'établissement en pouvant, via un seul bouton, fermer tous les volets à la fois. Ce qui va être également intéressant dans le cadre d'une école avec l'utilisation de JDOM, ça va être de pouvoir gérer le chauffage et la climatisation en fonction d'un calendrier scolaire, puisque le calendrier est défini à l'avance. On va pouvoir définir des horaires où la température sera celle de confort et inversement, quand il n'y a personne, la température pourra être en mode éco. Et également, ce qui peut être intéressant, c'est de couper le chauffage ou cette climatisation si une fenêtre, par exemple, est restée un long moment ouverte. On a également le cas d'usage du bâtiment historique, où là, en fait, on a la problématique de ne pas pouvoir toucher à l'infrastructure facilement. Donc, ce qui va être intéressant par l'utilisation de JDOM et notamment de technologies comme l'Enocean avec, par exemple, la gamme de produits Nodon, c'est d'utiliser des dispositifs sans fil et sans pile pour pouvoir ajouter de la domotique pour, par exemple, optimiser la consommation du chauffage, surveiller l'humidité et la température pour éviter une dégradation du bâtiment ou encore avoir une gestion intelligente de l'éclairage ou des volets roulants. Il y a une question ici par rapport à KNX et que je voudrais bien savoir aussi à Thomas, c'est si les plugins KNX de JDOM récupèrent toutes les adresses logiques à KNX automatiquement. Tout c'est ça. Sur le plugin. Est-ce que c'est Guy, Salvatore? Est-ce que JDOM récupère toutes les adresses KNX? Alors, il y a deux choses en fait. Sur le plugin KNX de JDOM, qui a été développé par un tiers et qui maîtrise parfaitement le sujet, il y a possibilité d'importer un export d'ETS, donc afin de récupérer l'intégralité des adresses qui ont été définies dans ETS. Mais il y a également la recherche automatique. Donc, vu qu'il y a un moniteur de bus qui est intégré dans le plugin, en fait, à partir du moment où il y a un équipement qui va parler sur le bus, il va le mettre dans une catégorie d'équipement inconnu et donc on va pouvoir ensuite lui donner un nom, etc., sa fonction. Mais donc, il y a une découverte automatique des équipements au fur et à mesure qu'ils parlent sur le bus KNX. Ok, dans ta présentation, Thomas, je continue, je rebondis là-dessus sur le KNX. Tu disais qu'en fait, c'était plus un superviseur JDOM qu'autre chose en KNX. Mais en fait, rien n'empêche d'avoir une installation en KNX et de faire toute la programmation sur JDOM. Ah bah oui, ça on l'utilise énormément, hein. Je l'utilise à titre personnel et voilà, oui, JDOM, quand je dis superviseur, c'est effectivement l'interface, mais également toute la partie logique. Alors en KNX, on utilise beaucoup des modules logiques pour faire certains automatismes, mais quasiment on peut utiliser que JDOM pour toute la partie automatisation, scénarisation de son KNX, bien sûr. D'accord. Alors, parmi les questions intéressantes, on a également celle de Jean-Mathieu qui nous dit « Bonjour, concernant le domaine agricole, JDOM a-t-il déjà développé des projets pour le monitoring météo sur site isolé ?» Alors, sur du monitoring météo sur site isolé, non, pas à ma connaissance. Alors, après, on prend connaissance, nous, après coup, que des gens, en fait,
On fait des installations assez incroyables. On a vu des élevages, des choses comme ça qui sont entièrement supervisées par des JDOM, mais sur de la météo, purement de la météo, pas à ma connaissance. Mais ce serait intéressant d'étudier le problème. Une question de Frédéric. Quid de la V4 ayant plusieurs box en V3 en prod chez des clients? Merci. Alors, concernant la V4, c'est toujours donc une version qui est en bêta. Hein. Ce n'est pas la version stable de JDOM. Je n'ai pas de date à donner sur la sortie de la V4. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui a été défini chez nous en interne, c'est qu'à partir du moment où la V4 de JDOM sortira, vu qu'elle implique quand même quelques changements au niveau des designs, il y a certaines choses à refaire, il est important pour nous de garder en parallèle deux versions. Donc pendant 1 an minimum, on maintiendra parfaitement les deux versions et les plugins correspondants en V3 et également en V4, histoire que les installateurs, les gens qui ont fait des installations avec des designs avancés, etc., ne se retrouvent pas du jour au lendemain à devoir refaire certaines parties de leurs interfaces parce qu'il y a eu une mise à jour. Donc, ça se fera dans la douceur, entre guillemets. Je sais que par le passé, parfois, on a poussé des mises à jour de façon un peu brutale. Là, on veut se donner tout le temps. C'est pour ça que la V4, ça fait un moment qu'on en parle et qu'elle n'est toujours pas sortie en stable. On veut se donner le temps de sortir une V4 propre et de laisser le temps aux installateurs, aux intégrateurs, mais également aux utilisateurs de migrer leurs différents designs, etc., interfaces vers la V4, voilà, sans que ce soit trop pénible à faire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, Philippe, Rossé, qui seraient pertinentes à mentionner dès maintenant, ou bien est-ce qu'on pourrait faire une vidéo par la suite, vu l'heure? Peut-être qu'on va vous laisser. Alors Philippe, on ne t'entend pas. Pour moi, c'est bon. Ouais, je disais, on a dépassé pas mal, donc pour moi, c'est bon. Oui. On fera une vidéo, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions. Ok, donc, pas de problème de mon côté. S'il faut que j'intervienne, je répondrai à des questions dans une vidéo, il n'y aura aucun problème. Je serais ravi de le faire. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation, tant les animateurs que les spectateurs. On rediffusera la vidéo sur les médias sociaux, donc vous pourrez la reconsulter à tout moment. Et puis, comme mentionné, on fera une vidéo, je pense, avec Thomas sur les questions qui ont été posées au cours de cette conférence. Donc, merci à vous tous. Merci à toi, Bruno. Puis, merci à vous pour nous inviter. Voilà, on se retrouve dès demain pour un nouveau webinaire à la même heure. Très bien. Ok, puis merci à tous les participants et puis restez confinés, hein, prenez soin de vous et de vos familles, c'est important et puis bon courage dans vos projets domotiques. Ouais, merci à tous. Très bien, à bientôt. Merci. À bientôt. Merci.